Ray était le mage de glace le plus laid mais le plus puissant qui a perdu le contrôle de ses pouvoirs et a tout anéanti. Cependant, lorsqu'il s'inscrit dans une académie de magie pour cacher son identité, il rencontre toutes sortes de méchants redoutables, alors il révèle ses pouvoirs pour les écraser tous. Tout commence le premier jour de Ray à la prestigieuse académie de magie où seuls les enfants de la balle sont admis, et Ray est le seul roturier. Or, alors qu'il se rend à la cérémonie d'entrée, une fille aux cheveux verts, dotée d'une poitrine impressionnante nommée Wanda, le percute soudainement et tombe à terre. Ray s'excuse aussitôt, et alors qu'il tente de l'aider à se relever, l'une des amies pas très jolies de Wanda identifie instantanément Ray comme le roturier dont on parle, censé rejoindre l'académie, ce qui transforme l'admiration de Wanda pour Ray en pur dégoût. Pour ne rien arranger, un sale gosse noble nommé Albert et ses laquais s'approchent de Ray et tentent de l'intimider parce qu'il est un roturier. Après avoir insulté Ray, Albert essaie de le frapper, mais Ray esquive ce clown avec une précision plus fluide que le crâne de Dwayne Johnson, humiliant Albert au passage. Avant que les choses ne dégénèrent, une superbe jeune femme nommée Rose intervient soudainement et sa seule présence suffit à faire taire tout le monde. Rose se trouve être issue de l'une des 3 plus grandes familles nobles, et voyant que son statut surpassait le sien, Albert s'éloigne, furieux. Rose souhaite ensuite officiellement la bienvenue à Ray à l'académie, et leur amitié commence à éclore. Plus tard ce jour-là en classe, la professeure, Mademoiselle Gray, présente Ray comme le nouvel élève issu d'une famille ordinaire, et Ray est immédiatement détesté par toute la classe. Ensuite, Mademoiselle Gray donne une leçon sur les 7 sorciers les plus puissants du monde, ceux qui ont maîtrisé l'essence même de la sorcellerie. Cependant, l'un de ces héros, surnommé le sorcier de la lame de glace, a mystérieusement disparu après avoir mis fin à la guerre. Ensuite, il plonge directement dans les travaux pratiques, où Mademoiselle Gray leur enseigne les fondamentaux de la sorcellerie, puis elle fait une démonstration en invoquant une magnifique fleur de glace dans sa paume, sortie de nulle part. Elle demande ensuite à toute la classe de reproduire ce qu'elle vient de faire, et Amelia, étant une prodige de premier ordre, ne perd pas une seconde pour invoquer exactement la même fleur de glace que la professeure, laissant tout le monde bouche bée. Mais quand Ray essaie, il supprime délibérément son pouvoir et ne peut invoquer qu'une misérable boule de glace, ce qui met Albert en rage, car il pense que Ray n'est qu'un imposteur sans valeur. Après les cours, Ray se rend à la bibliothèque pour lire ses magazines Playboy, où il tombe sur une elfe aux cheveux bleus de sa classe nommée Elisa. Il se présente et remarque aussitôt que la jeune fille timide couvre souvent ses oreilles avec sa capuche. Quand il lui demande pourquoi, Elisa lui confie qu'on s'est moqué d'elle à cause d'elle, mais Ray complimente ses oreilles, la faisant rougir, et Elisa avoue timidement qu'il semble plus mature que son âge. Quand Ray arrive dans sa chambre plus tard ce jour-là, il rencontre son colocataire, Evie, qui l'accueille chaleureusement malgré son statut de roturier, et il se serre la main comme de vrais gentlemen. Mais comme Evie est un accro à la muscu, il transforme la simple poignée de main en une discrète démonstration de force, et Ray réalise vite que, tout comme lui, le gars est aussi un fan de gonflettes. Plus tard ce jour-là, Ray rend visite à la directrice Abby, qui est ravie de le revoir. Des années auparavant, ils ont tous deux combattu pendant la guerre, alors elle exprime son souhait que Ray puisse enfin profiter d'une vie paisible, loin de celle qu'il a connue par le passé. Peu de temps après, tous les élèves se dirigent vers le terrain d'entraînement pour une bataille simulée entre Ray et le fier imbécile Albert. Albert est confiant en ses capacités et impatient d'humilier Ray, le considérant comme le faible qu'il croit qu'il est. Mais à sa grande surprise, quand il attaque, Ray esquive sans effort son faible coup, surprenant tout le monde et détruit même son épée en bois au passage, forçant Albert à se rendre comme un pauvre guignol. Plus tard, cette nuit-là, dans leur chambre, Ray et son colocataire, obsédés par les muscles, Evie s'engagent dans un entraînement intense pour renforcer leurs abdominaux. Pendant que Ray travaille ses ischio-jambiers, Evie aborde le sujet des clubs scolaires et demande nonchalamment à Ray quel club il compte rejoindre. Ray sourit et, de manière choquante, répond qu'il compte rejoindre 2 clubs à la fois, laissant Evie stupéfait. Le lendemain, Ray fait irruption comme un idiot ivre dans le premier club qu'il a l'intention de rejoindre. C'est le club de recherche environnementale, mais contrairement à son nom, la pièce est remplie de machos sous stéroïdes avec des mini-biceps, et Evie, le coloc de Ray, est aussi membre du club des culturistes fous. Dans ce club, ils se considèrent tous comme des chasseurs de l'environnement, et en voyant à quel point Ray a l'air maigrichon, le président du club le méprise immédiatement et se demande pourquoi un cure-dent comme Ray oserait rejoindre leur club. Mais Ray les choque tous en arrachant ses vêtements et en leur montrant son physique de John Cena. Après avoir vu à quel point Ray est musclé, le chef du club lui tend la main et l'accueille immédiatement dans leur sainte confrérie des muscles. Ensuite, Ray se rend au 2e club, le club de botanique, pour s'inscrire. Le club de botanique est rempli uniquement de beautés à tomber par terre, et la présidente est une fille nommée Rebecca, qui, sincèrement, n'a aucun problème avec le fait qu'il soit le seul mâle dans ce club de divas. Mais une garce au sale caractère, nommée Dina, s'y oppose immédiatement, accusant Ray d'être un pervers qui ne veut rejoindre leur club que pour reluquer leur forme. Pour régler le désaccord, Rebecca suggère alors que Dina soit responsable de Ray, lui donnant le pouvoir de rejeter sa candidature si elle le juge indigne.
Dina accepte aussitôt puis conduit Ray au nouveau jardin qu'elle prévoit d'aménager. Le jardin est rempli de mauvaises herbes, alors elle lui donne une semaine pour s'en occuper seule et le préparer pour les plantations. Au cours de la semaine suivante, Ray met tout son cœur et son énergie à arracher les mauvaises herbes et à préparer le lit de terre. Certaines filles du club, le regardant travailler, sont étonnées de la force de ses mains et souhaitent qu'il puisse utiliser ses mains ailleurs. Qu'est-ce que vous insinuez au juste? À la fin de la semaine, Ray termine de préparer le jardin. Les filles, voyant le travail remarquable qu'il a accompli, sont impressionnées et Dina, n'ayant pas le choix, est forcée de l'accepter dans leur club de botanique. La semaine suivante en classe, Mademoiselle Gray annonce qu'il y aura un exercice pratique en forêt et pour cette tâche, ils devront former des groupes de 4. Au moment où Mademoiselle Gray quitte la salle de classe, les élèves commencent immédiatement à choisir leur groupe, laissant Ray sans le sien, mais alors son pote musclé, Evie, l'approche et suggère qu'ils forment un groupe, et Ray accepte avec enthousiasme. Ray remarque aussi qu'Elisa, la fille un peu gauche qu'il a rencontrée à la bibliothèque, est seule sans groupe. Alors il l'invite à rejoindre son équipe et elle accepte timidement même si elle marmonne qu'elle ne sera qu'un fardeau inutile. Étonnamment, Rose, la plus belle noble de l'école, demande aussi à rejoindre le groupe de Ray, surprenant le reste de la classe et alimentant encore plus la jalousie d'Albert. Le lendemain, les élèves se rassemblent dans la forêt et Mademoiselle Gray explique que le but de l'exercice pratique est d'atteindre le centre. Il y a des points de contrôle cachés dans toute la forêt qu'ils doivent atteindre avant d'arriver au point final. L'exercice durera 24 heures et avant qu'il ne commence, Mademoiselle Gray les avertit que la forêt est remplie de toutes sortes de monstres terrifiants. Lorsque l'exercice commence quelques minutes plus tard, Ray et son équipe se dirigent immédiatement dans la forêt, visant à atteindre le centre avant les autres équipes. Ils passent des heures à naviguer à travers les bois et Elisa manque soudainement de se faire arracher la tête par un monstre ressemblant à une piqûre. Cela alerte le reste de l'équipe et ils essaient d'abattre le monstre, mais Ray intervient rapidement et fend le monstre insecte en deux comme le dernier des samouraïs, laissant tout le monde sans voix. Ils continuent leur voyage et, en chemin, trouvent un livre à un point de contrôle qui indique qu'ils sont sur la bonne voie, qu'ils tamponnent joyeusement. Grâce à ses vastes connaissances en survie, Ray dirige habilement son équipe et les aide à supporter les dures conditions de la nature. Plus tard cette nuit-là, Ray observe le reste de l'équipe discuter et se taquiner et cela déclenche des souvenirs de sa vie passée sur le champ de bataille. Il se souvient comment il a tout détruit et ce souvenir l'émeut, lui faisant sentir qu'il n'a pas le droit de profiter d'une vie heureuse comme ses amis. Pendant qu'il dorme, il monte la garde et se remémore le passé, quand son maître lui avait conseillé de se pardonner et d'essayer de profiter d'une vie normale à l'école avec des amis en qui il pouvait vraiment avoir confiance. Le lendemain matin, ils entendent un cri profond dans la forêt. Ray démarre immédiatement à une vitesse supersonique pour voir si quelqu'un est en danger et alors qu'il arrive à la source du cri, il voit le fier Albert hurler comme une fillette pendant que lui et toute son équipe sont attaqués par une créature monstrueuse. Ray charge le monstre pour aider et finit par l'abattre en le poignardant à la tête, mais au lieu de montrer de la gratitude, ce crétin suffisant refuse d'être humble et continue de traiter Ray avec impolitesse. Quand le reste de l'équipe arrive, ils sont choqués de voir que Ray a vaincu le monstre seul et Rose en particulier devient de plus en plus méfiante. À leur insu, une silhouette sombre rôde dans la forêt. À l'aide d'une dague maudite, l'étrange inconnu poignarde le monstre mort et la bête ressuscite soudainement, se transformant en une abomination. Rose et le reste de l'équipe commencent immédiatement à paniquer, mais la créature monstrueuse, débordant maintenant d'une énergie renouvelée, n'a Dieu que pour Ray, celui qui l'a vaincu plus tôt. Quand Ray essaie d'attaquer, il réalise que son épée est complètement inutile contre l'armure épaisse et raffinée du monstre. Comprenant que ce n'est pas une bête ordinaire, Ray se prépare à utiliser sa magie de glace pour la première fois. Mais avant qu'il ne puisse agir, Rose, Evie et Alyssa attaquent ensemble avec leur magie, donnant à Ray l'ouverture dont il a besoin pour trancher la bête nette en deux. Voir à quel point son équipe avait combattu courageusement à ses côtés fait remonter à Ray de tendres souvenirs de son ancien coéquipier de sa vie passée qui avait combattu à ses côtés pendant la guerre. Pendant ce temps, le mystérieux mage encapuchonné qui a ressuscité le monstre avec de la magie noire disparaît dans la nature après avoir vu sa création se faire démolir. Quelque temps plus tard, Ray et son équipe sont les premiers à collecter tous les tampons au point de contrôle, y compris celui du centre, ce qui en fait les vainqueurs des travaux pratiques. Plus tard, ce jour-là à l'académie, Ray et son équipe sont publiquement annoncés comme les vainqueurs. Mais au lieu d'acclamation, le reste des élèves est furieux d'avoir pris une défaite face à un roturier ordinaire. Albert, en particulier, est presque sur le point de perdre la tête, rongé par la jalousie. Plusieurs semaines plus tard, Ray prend une pause de l'académie pour rendre visite à son ancienne maîtresse, Lydia, qui lui a tout appris sur la magie de glace et est maintenant confinée à un fauteuil roulant après la guerre, un peu comme le professeur X. Lydia est plus que ravie de revoir son ancien élève, alors elle lui offre des rafraîchissements et ils commencent à discuter. Sans retenir la moindre information, Lydia raconte à Ray tout sur la recherche sur laquelle elle a travaillé. La recherche se concentre sur une partie du cerveau où sont stockés les souvenirs de magie connus sous le nom d'engramme. En étudiant cet engramme, l'essence même de la sorcellerie pourrait être découverte
découverte, ce qui pourrait changer la façon dont le monde entier perçoit la magie. C'est une perspective excitante, mais Lydia avertirait qu'un groupe de sorciers maléfiques ouvre déjà le cerveau des mages à la recherche d'un chemin rapide et facile vers cette découverte. Ces sorciers maléfiques sont connus sous le nom d'Eugénix, et Lydia veut que Ray reste en alerte maximale. Après cette discussion, Lydia et Ray se promènent autour du manoir isolé où elle lui demande s'il s'est fait des amis depuis qu'il a rejoint l'académie. Ray lui dit qu'il s'est fait de merveilleux potes, comme Rose, son coloc musclé et même une magnifique elfe. Lydia est ravie d'entendre cela et le fait qu'il soit maintenant vraiment heureux la rend heureuse aussi. Après avoir marché une bonne distance, Lydia informe Ray d'une prochaine compétition de combat à l'épée et de magie connue sous le nom de Magic Chevalier. C'est un concours intense entre les 3 meilleures académies du royaume et Lydia, à son apogée, l'a remporté 4 fois de suite. Mais quand elle demande à Ray s'il compte participer à la compétition, il refuse, disant qu'il préférerait rester dans son dortoir et regarder des vidéos de Johnny Sins. En guise de cadeau d'adieu, Lydia sort un minuscule livre de magie de ses collines de la perdition et le tend à Ray, le prévenant de ne l'utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. Le lendemain matin à l'académie, Ray part pour son jogging matinal démentiel, mais cette fois il tombe sur Elisa qui se dirige vers la bibliothèque. Quand Ray lui demande de l'accompagner, Elisa perd presque la tête, submergée par son charisme infini. Ensemble, ils se dirigent vers la bibliothèque où ils lisent de gros livres pendant des heures comme des intellos déchaînés. Ensuite, alors qu'ils partent, ils tombent sur une fille nommée Clarisse qui est occupée à les espionner. Ray la prend sur le fait et y voyant une occasion de renforcer son jeu de séduction, il la complimente et l'invite aussi à déjeuner. La blonde, complètement sous le charme, manque de faire pipi dans sa culotte et n'hésite pas à accepter son offre. En déjeunant dans une cafétéria du centre-ville, Ray présente Elisa à Clarisse, mais son bagou infini fait monter les larmes aux yeux des filles de pure admiration. Après le déjeuner, Ray raccompagne Elisa et Clarisse comme le parfait gentleman, mais juste au moment où les filles partent, il tombe sur Rose, sa 3e victime, celle qui fait flancher les genoux. Alors il l'approche et tandis qu'il complimente sa beauté, Rose se laisse prendre à son charme et ne peut s'empêcher de l'inviter à sortir. Ray accepte, alors il se dirige vers un magasin de vêtements où Rose et ses différentes tenues chic. Ray, toujours en mode gigachad, complimente chaque look et fait lentement tomber Rose sous son charme. Curieuse de savoir comment il est si doué avec les filles, Rose demande et Ray admet qu'il a grandi entouré de filles et a aussi appris en regardant des vidéos YouTube. Soudain, pendant qu'il parle, Rose aperçoit une araignée suspendue près d'elle. Prise de panique, elle sort immédiatement de la cabine d'essayage et se jette directement dans les bras de Ray, ne portant que sa lingerie soyeuse Victoria's Secret. Quand elle réalise à quel point la situation est gênante, elle s'affole et se précipite rapidement de nouveau dans la cabine d'essayage. Ray s'excuse de l'avoir mise mal à l'aise et sa nature douce fait naître encore plus d'émotions dans le cœur de Rose. Pendant ce temps, plus tard cette nuit-là, au fond de la forêt, Albert, incapable de contenir plus longtemps sa jalousie envers Ray, perd la tête. Il exprime sa frustration en incendiant toute la forêt et jure de tuer Ray, tandis que le même mystérieux mage noir encapuchonné observe d'en haut avec un sourire sinistre sur le visage. Le lendemain à l'académie, Ray rejoint ses frères de muscles pour un entraînement intense des jambes. Après la séance, il se dirige vers son 2e club, où Dina lui donne la clé de rechange, expliquant qu'aucun autre membre ne sera présent ce jour-là, donc il n'y aura que lui et Rebecca, la présidente. Pensant être le seul sur place à ce moment-là, Ray déverrouille la porte du club et entre nonchalamment pour trouver Rebecca déjà à l'intérieur en train de se changer. Elle est profondément embarrassée par sa présence, mais Ray s'excuse rapidement pour ce moment gênant et ressort tout en essayant de contrôler son enthousiasme, disons viril. Quand Rebecca a fini de se changer, elle rencontre Ray et à cause de l'incident précédent, elle est encore trop timide pour le regarder. Mais Ray s'excuse à nouveau pour apaiser la tension et il passe le reste du temps du club à créer des liens et à discuter de choses aléatoires, comme des plantes capables de stocker de la magie. Quelques instants plus tard, après avoir terminé les activités du club, il s'assoit devant le bâtiment du club où Rebecca évoque le prochain Magic Chevalier. Quand Ray mentionne qu'il parie sur Rose pour gagner la compétition, Rebecca convient que Rose est une sacrée combattante, mais elle lui parle d'une autre fille qui pourrait certainement donner du fil à retordre à Rose. En préparation de la prochaine compétition, les élèves s'engagent dans une bataille simulée. Rose, représentant l'école dans la catégorie des débutants, détruit complètement son adversaire et en ressort vainqueur, mais elle n'est pas satisfaite de la victoire et demande à s'entraîner avec Ray. Tout le monde est choqué qu'une noble comme elle s'abaisse à s'entraîner avec un perdant sans valeur, mais Rose insiste, c'est Ray ou personne. Ray accepte et alors que la bataille commence, Rose passe immédiatement à l'offensive avec tout ce qu'elle a. Mais Ray dévie sans effort ses attaques tout en retenant ses contres pour ne pas la blesser. Rose explique que la raison pour laquelle elle a choisi de s'entraîner avec lui est que, d'après la façon dont il a démoli les monstres dans la forêt l'autre jour, elle peut dire qu'il n'est pas très doué en magie. Cependant, quand il s'agit de l'épée, c'est une bête. Elle souligne qu'elle a toujours voulu le combattre au moins une fois, puis lance une autre attaque. Ray continue de dévier ses coups, mais un souvenir de son passé, de son entraînement avec son père adoptif, Howard, envahit soudainement son esprit.
En une fraction de seconde, il perd le contrôle et manque d'attaquer Rose pour de vrai, mais une douleur aiguë lui transperce la tête, le faisant lâcher son épée et offrant la victoire à Rose. Au fond d'elle, cependant, Rose sait qu'elle ne mérite pas cette victoire, et cela ne fait qu'approfondir sa curiosité de découvrir vraiment qui est Rey. Quelque temps plus tard, alors que Rey et l'équipe déjeunent, leur savoureux repas est interrompu par Albert et sa bande de losers dépenaillés, toujours aussi laids et amers. Albert claque la table et défie Rey en duel avec colère, et Rey accepte simplement, car comme d'habitude, cela se terminera par lui qui va botter les fesses de ce fier imbécile. Alors ils se dirigent tous vers une partie isolée de l'académie où tout le monde remarque qu'une étrange barrière a été jetée sur toute la zone. Albert déclare que cette fois, le duel inclura l'utilisation de vraies épées et de magie choquant tout le monde. Avant que quiconque ne puisse protester contre cette absurdité, Albert attaque immédiatement Rey pour obtenir un avantage indu, mais Rey manœuvre autour de son cou comme Michael Jordan avec le ballon et se prépare. Pendant qu'ils s'affrontent au sol, le mage encapuchonné est silencieusement perché sur une branche d'arbre, savourant le combat comme une série Netflix. Pendant ce temps, quand Albert réalise qu'il n'y a aucun moyen de battre Rey avec des épées, il se frustre, passe à la magie et commence à lui lancer des boules de feu, mais Rey tranche facilement chaque boule de feu, laissant tout le monde sans voix. Pourtant, Albert refuse d'abandonner et continue d'attaquer de toutes ses forces, mais après que Rey ait neutralisé tous ses assauts enflammés, y compris son dragon de feu, Albert se rend finalement et accepte que les dieux de l'anime détestent vraiment sa sale tronche. Alors qu'il pleure amèrement comme un Kaisena au cœur brisé, Rose et le reste de l'équipe, après avoir été témoins de toutes les merveilles que Rey a accomplies pendant le duel, le confrontent et exigent de connaître la vérité sur qui il est vraiment. Rey décide enfin de tout leur révéler, mais avant qu'il ne puisse le faire, une onde supersonique frappe soudainement, faisant tomber tout le monde au sol, haletant, sauf Rey. Des buissons, la mystérieuse mage encapuchonnée se révèle enfin, et à la grande surprise de Rey, ce n'est autre que Mademoiselle Grey. Faisant travailler ces deux neurones qui se battent en duel, Rey réalise que Mademoiselle Grey doit être membre des infâmes Eugénix. Il soupçonne que son but est de kidnapper des élèves talentueux et de leur ouvrir le cerveau pour récupérer leurs engrammes. Mademoiselle Grey ne le nie pas. Au lieu de cela, elle révèle son œil déformé qui lui permet d'identifier les élèves dotés d'un talent remarquable. Elle avoue ensuite qu'elle était responsable de l'attaque des monstres dans la forêt et que son objectif était de faire disparaître les élèves pour pouvoir expérimenter sur eux. Mais Rey en a marre de voir sa sale gueule, alors il sort son épée et se prépare au combat. Mademoiselle Grey ne perd pas de temps et lui lance des missiles enflammés, mais quand il esquive son attaque, elle redirige les flammes vers ses amis immobilisés. Pour sauver ses amis, Rey n'a d'autre choix que de débloquer sa magie de glace pour la première fois. Il gèle tout le champ de bataille, éteignant les missiles enflammés en un instant. Rey est stupéfait, incapable de croire qu'il est le puissant sorcier de la lame de glace disparu il y a des années. Mais Rey précise que c'est son maître qui détenait autrefois le titre de sorcier de la lame de glace et le lui a ensuite transmis. Après avoir neutralisé sans effort toutes ses attaques comme si de rien n'était, Grey panique réalisant qu'elle est cuite et tente de s'échapper. Mais Rey lui envoie des épées de glace, lui lacérant la jambe et l'empêchant de fuir. Grey commence alors à supplier pour sa vie et tente même de recruter Rey dans son eugénisme démoniaque, lui promettant de le nommer instantanément chef vu sa puissance. Mais quand elle réalise que Rey ne pliera pas à sa volonté et est prêt à la punir pour ses crimes, elle s'injecte un étrange fluide dans le cerveau, la transformant en un monstrueux truc sorti des abysses. À ce moment-là, la barrière protégeant tout le champ de bataille se brise. En conséquence, la force mystérieuse paralysant les étudiants disparaît et ils reprennent conscience juste à temps pour voir Rey combattre le mal qui était autrefois leur professeur. Grey continue de déchaîner des barrages d'attaques enflammés sur Rey, mais la magie gelée de Rey neutralise chacune d'elles. Confuse et frustrée, Grey exige de savoir pourquoi Rey est si surpuissant. Alors Rey lui donne une brève explication, détaillant comment sa magie de glace peut complètement diffuser ses attaques de feu. Tout est dû à la théorie de la vibration des particules. Grâce à un code spécial qu'il a développé, Rey peut accélérer ou décélérer les vibrations des particules et inverser les sorts entrants. Rey est enragé par cette révélation et devient fou furieux, attaquant Rey avec une puissante énergie sombre. Rey contre chaque assaut avec ses épées de glace, mais alors qu'il pousse son corps au-delà de ses limites, toute sa forme commence à se couvrir de glace, signe qu'il est en surchauffe. À court de temps avant de se transformer en glaçon géant, Rey active un sort de glace spécial qui submerge Grey d'un tourbillon gelé déchaîné et la piège à l'intérieur d'un cône de glace massif. Le combat enfin gagné, Rey s'effondre à genoux d'épuisement et désactive son pouvoir de glace. Ses amis se précipitent pour l'aider et bien qu'épuisé, Rey est soulagé d'avoir pu les protéger. Sans énergie, il perd lentement connaissance et s'évanouit. L'histoire nous ramène ensuite 10 ans en arrière, lorsque Lydia, sa maîtresse, a trouvé Rey enfant au lendemain d'une guerre.
Préoccupée, elle le ramena à leur camp pour rencontrer ses coéquipières, Abby et Carol, qui l'interrogèrent sur cet enfant étrange. Lydia expliqua qu'elle avait trouvé le garçon inconscient, seul sur le champ de bataille désert, et soupçonnait qu'il devait être le seul survivant. Mais quelques jours plus tard, Lydia est informée que le colonel refuse de prendre Ray même s'il est un orphelin de guerre du pays. La raison est que le village d'où vient Ray est un domaine complètement indépendant au sein du pays. Le gouvernement ne veut pas intervenir. Lydia trouve cela absurde et au lieu de laisser le petit Ray partir, elle et Carol, la Barbie aux cheveux roses, commencent à former un lien émotionnel avec le garçon et elles finissent par lui faire sentir qu'il a maintenant une famille. Lorsque le colonel convoque enfin tout le monde pour une réunion afin de décider quoi faire du garçon, Carol s'oppose bruyamment à toute idée de l'abandonner. Elle insiste pour l'emmener chez elle, tandis qu'Abby suggère d'envoyer le petit Ray à l'orphelinat. Personne ne parvenant à prendre une décision, il se tourne vers Lydia, la sorcière de la lame de glace, pour son avis. Lydia est partagée, mais avant qu'elle ne puisse parler, Ray entre discrètement dans la salle de réunion, ayant clairement entendu leur discussion. Lydia s'approche alors de lui et, s'agenouillant devant lui, lui demande ce qu'il veut. Ray lui tient doucement la main et dit qu'il aimerait rester avec elle, et le cœur de Lydia fond devant son innocence. Sa décision est prise et elle informe le colonel qu'elle prendra l'entière responsabilité de Ray. Le colonel accepte tant que cela n'interfère pas avec ses devoirs. À partir de ce jour, Lydia devient la maîtresse de Ray et lui enseigne tout ce qu'elle sait sur la magie de glace. La guerre dure 6 ans et pendant ce temps, Ray maîtrise l'art d'invoquer la magie de glace. Il intègre l'armée, combattant aux côtés de Lydia et de son équipe sur les lignes de front. Mais avec le temps, les choses empirent alors qu'un nouvel allié rejoint les forces ennemies, rendant la victoire presque impossible. Le colonel suggère alors que, puisque Ray est encore un genou, il devrait se retirer de la guerre et rentrer chez lui. Mais Ray refuse, expliquant qu'il les considère désormais tous comme sa famille et si ça doit arriver, il est prêt à mourir pour eux. Cependant, la tragédie frappa le jour de la bataille finale et Ray fut forcé de voir ses coéquipiers mourir. Cette vision horrible déclenche une rage en lui, le faisant surchauffer et anéantir tout le monde sur le champ de bataille. De retour au présent, Ray reprend enfin connaissance et se retrouve à l'infirmerie avec Lydia, Clara, la femme de chambre de Lydia, et la principale Abby qui prennent de ses nouvelles. Il s'excuse d'avoir utilisé ses pouvoirs et d'avoir de nouveau surchauffé, mais Lydia lui dit de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'elle aurait probablement fait la même chose à sa place. Quand Ray s'enquiert de ses amis, la principale Abby l'assure qu'ils vont tous bien et se rétablissent. Avant de partir, Lydia tapote doucement la tête de Ray et dit qu'elle est contente qu'il aille bien. Restée seule avec Ray, Abby confesse qu'elle s'était initialement opposée à son inscription à l'école, craignant pour sa sécurité. Mais quand Lydia l'a supplié, s'inclinant même, Abby n'a eu d'autre choix que d'accepter. Lydia avait expliqué que tout ce qu'elle voulait, c'était que Ray vive une vie normale avec des enfants de son âge au lieu de la vie de champ de bataille baignée de sang à laquelle elle l'avait exposé. En guise de conseil, Abby exhorte Ray à profiter de son temps à l'école et à trouver son propre bonheur, car c'est le souhait le plus cher de Lydia pour lui. Puis elle part. À son départ, Rose et le reste de la bande rendent visite à Ray pour prendre de ses nouvelles. Ray s'excuse de leur avoir caché ses capacités surpuissantes et révèle enfin qu'il est l'un des 7 grands sorciers du monde. Il leur parle aussi de la guerre et de la façon dont il a surchauffé pendant la bataille finale après avoir perdu le contrôle de son engramme, ce qui a entraîné la mort de la plupart de ses coéquipiers. Après cette destruction massive, il s'est évanoui, et quand il s'est réveillé, tout le champ de bataille était devenu une terre désolée. La seule personne qu'il a trouvée était sa maîtresse en sang, le tenant dans ses bras. Ray fait savoir à ses amis qu'il utilise maintenant un puissant sort appelé le verrou de Chronos pour éviter de surchauffer, et c'est la raison même pour laquelle il ne semble pas si doué en sorcellerie. Il se reproche la mort de ses amis dans sa vie passée et d'avoir définitivement confiné sa maîtresse à un fauteuil roulant. Il sent que ses mains sont tachées de sang et qu'il ne mérite pas d'être vraiment heureux. Mais Rose n'est pas d'accord, disant que tout cela était du passé et que le Ray qui se tenait devant eux maintenant est une personne extrêmement gentille. Le gars musclé la soutient, admettant que Ray est une personne incroyable et un vrai baraqué, un sentiment que partagent également Elisa et Clarisse. Submergée par l'émotion, Rose serre soudainement Ray dans ses bras de nulle part et voir à quel point ses amis tiennent à lui fait remonter à Ray de tendres souvenirs douloureux de ses anciens coéquipiers de sa vie passée. Plus tard cette nuit-là, Ray reçoit un visiteur inattendu. C'est l'égomaniaque maléfique, Albert, qui, après avoir enfin réalisé que Ray est dans une toute autre ligue, vient s'excuser d'avoir agi comme un crétin sans cervelle tout ce temps. Ray accepte les excuses, admettant qu'il a enterré la hache de guerre il y a longtemps. Il dit à Albert que reconnaître ses défauts et offrir des excuses honnêtes est suffisant. Ray lui fait ensuite la morale, expliquant que bien que la lignée et le talent soient chez eux des qualités impressionnantes, ce qui compte vraiment, c'est l'effort et le bon environnement pour grandir. En disant cela, son esprit dérive vers la façon dont Lydia et Carol ont pris soin de lui quand il n'était qu'un pauvre orphelin.
La semaine suivante à l'école, il est annoncé que Mademoiselle Gray a été remplacée par une nouvelle professeure, mais à la grande surprise de Ray, la nouvelle professeure n'est autre que Miss Grosbonnet, Carole, son ancienne coéquipière. Alors qu'elle prend son bain plus tard ce soir-là, Rose ne peut s'empêcher de penser à Ray et au secret qu'il leur a révélé. Contrairement à elle, née avec une cuillère en argent dans la bouche en tant que noble, elle réalise que Ray a dû endurer un destin cruel en tant qu'orphelin. Cependant, être née dans l'une des 3 plus grandes familles nobles a été sa propre malédiction, car tout le monde s'attend à ce qu'elle surpasse constamment les autres. Pourtant, au fond d'elle, elle se sent pas assez forte et craint de ne jamais accomplir quoi que ce soit. Le lendemain à l'académie, Carole reprend ses fonctions de nouvelle professeure et pour sa première leçon, elle informe les étudiants sur le très attendu chevalier magique. Dans ce tournoi d'escrime, seuls 16 candidats seront sélectionnés parmi les 3 académies de magie et 6 de ces 16 viendront de leur propre académie. Seuls les plus forts se qualifieront et pour gagner une place, les étudiants devront passer par une série de qualifications. Mais alors que Carole explique tout cela, Ray se retrouve distrait par ses formes généreuses qui tressautent et perd presque la tête. Alors, une fois le cours terminé, il déboule dans le bureau de la principale Abby et exige immédiatement qu'elle renvoie Carole. Quand Abby refuse, Ray la supplie, affirmant que Carole est une séductrice agaçante avec des arguments de poids qu'il ne peut tout simplement pas gérer. Il propose même d'aider à l'enseignement si seulement Abby la renvoie. Mais Abby refuse à nouveau, soulignant calmement que Carole est extrêmement amicale et déjà populaire parmi les étudiants. Alors que Ray continue de se plaindre comme un enfant gâté, Carole apparaît soudainement derrière lui et le taquine avec espièglerie juste devant la principale, le faisant monter en pression. Quelques minutes plus tard, les qualifications pour la compétition de magie à l'épée commencent. Ray avec Clarisse reste sur le toit, observant les étudiants se battre pour une place au tour suivant. Rose bat sans effort son adversaire en quelques secondes et se qualifie. Mais alors qu'elle s'éloigne, Ray remarque qu'au lieu de paraître joyeuse de sa victoire, elle semble plutôt triste, presque comme quelqu'un de déçu d'elle-même. Cela seul éveille sa curiosité quant à ce qui pourrait la tracasser. Plus tard ce jour-là, dans un bureau luxueux, Rose se souvient des lourdes attentes placées sur elle par son père. En tant que fille aînée de l'une des 3 plus grandes familles, elle porte un énorme fardeau. Son père, à l'air sinistre, la prévient de se battre comme si sa vie en dépendait et de s'assurer qu'elle ne perde jamais la compétition face à sa rivale de longue date, une fille nommée Ariane. Le lendemain, à l'école, Ray apprend enfin de Rebecca et Dina que la raison du malheur de Rose est cette même Ariane. Elles expliquent qu'Ariane est une adversaire formidable et qu'elle est la rivale acharnée de Rose depuis des années. Pendant ce temps, désespérée de ne pas décevoir sa famille, Rose continue d'écraser chacun de ses adversaires et après avoir remporté tous ses matchs, elle assure enfin sa place au chevalier magique. Mais même si les étudiants l'acclament comme la star de l'école, Rose ne montre aucun signe de bonheur. Son visage reste figé dans une ferme détermination, concentré uniquement sur le fait de ne pas décevoir son père. Plus tard, au coucher du soleil, Ray rencontre Rose en chemin vers son dortoir et la félicite personnellement d'avoir passé les qualifications. Rose le remercie, mais Ray mentionne nonchalamment que tout au long des matchs, elle semblait anxieuse comme quelqu'un doutant de ses propres capacités. Rose admet finalement qu'elle est inquiète pour Ariane, qui sera très probablement son adversaire dans le tournoi et qu'elle croit bien plus forte qu'elle. La compétition étant encore dans un mois, Ray lui propose de l'entraîner en utilisant le guide que son maître lui a jadis donné. Sans hésiter, Rose accepte avec enthousiasme. L'histoire entre Rose et Ariane a commencé il y a des années, quand elles étaient petites. Elles se sont rencontrées pour la première fois à une fête de nobles et sont instantanément devenues amies. À partir de ce jour, elles ont pratiquement tout fait ensemble et étaient fondamentalement inséparables. Mais leur pure amitié a pris un coup dur quand elles ont grandi et ont été forcées de s'affronter. Ariane a gagné le duel sans effort et a même fait s'écraser Rose les fesses par terre. Après le match, Ariane lui a tendu la main pour l'aider à se relever, mais Rose, incapable de gérer la défaite, l'a ignorée avec colère par jalousie et à partir de ce jour, leur amitié autrefois florissante s'est évaporée dans le royaume des ombres. Cette nuit-là, dans sa chambre, Rose se reproche la mort de leur amitié, sachant que tout cela venait de son besoin désespéré de plaire à sa famille. Le lendemain matin, Rose se présente prête à commencer son entraînement avec Ray, mais son professeur idiot apparaît portant un masque hideux de Teimu, la surprenant. Avant qu'elle ne puisse demander si tout va bien là-haut, Ray lui ordonne sévèrement de l'appeler maître et commence immédiatement l'entraînement en lui faisant courir 20 km autour de l'école. Sans aucun égard pour le féminisme, Ray soumet Rose à toutes sortes d'entraînements à la dagestanaise au cours des jours suivants. Au moment où elle retourne dans sa chambre chaque nuit, Rose commence à se demander si Ray cherche secrètement à la tuer. Même dans ses rêves, le gars la poursuit toujours comme un maniaque, tout cela dans le but de la rendre plus forte. Alors, sans que personne ne la conseille, elle décide que si elle veut éviter de rencontrer son créateur, il vaut mieux se cacher du professeur fou. La semaine suivante, pendant la pause déjeuner, Ray tombe sur Albert qui est assis seul sur un banc pensant à sa vie.
Quand Ray demande ce qui ne va pas, Albert se confie sur son désir de devenir plus fort. Étonnamment, il s'est également qualifié pour le chevalier magique, mais il est rongé par le doute. Ray lui conseille alors de ne pas précipiter les choses, l'assurant que petit à petit, il s'améliorera certainement. Après cette discussion délicate avec Albert, Ray continue de chercher Rose. Il rencontre Clarisse et Elise à la bibliothèque et leur demande où elles se trouvent. Quand elles disent n'avoir aucune idée de l'endroit où elles pourraient être, Ray enfile son masque de Batman Temu et utilise sa fonction de balayage énergétique pour localiser précisément Rose. Rose se cache dans le vestiaire des filles, essayant d'éviter l'entraînement ridicule de Ray, mais Ray la trouve quand même et la traîne dehors, lui rappelant qu'une fois que vous vous abonnez à son programme d'entraînement, c'est un abonnement à vie. Après avoir entraîné Rose ce jour-là, Ray se rend au club environnemental pour demander à ses frères de muscles de former l'équipe de supporters de Rose lors du prochain tournoi. Il est convaincu que leur poitrine massive, leurs pectoraux gonflés et leur énergie de gros bras suffiront à la propulser vers la victoire. Avec Evie qui le soutient, les frères de muscles acceptent instantanément et éclatent en acclamations tonitruantes. Avant de quitter le club, Ray reçoit un colis du chef contenant un ensemble de vêtements pour femmes. Se déguisant en jolie fille nommée Lily, il se rend à l'académie rivale tôt le lendemain matin pour recueillir des informations de première main sur les véritables capacités d'Ariane. Caché dans une boîte géante, il infiltre l'académie rivale d'Iom sans être détecté. Mais en naviguant sur le campus, il tombe sur une petite fille aux yeux larmoyants nommée Tiana. Elle pleure amèrement, disant qu'elle cherche sa grande sœur. Ray, déguisé en Lily, propose alors de l'aider à chercher. Alors ensemble, ils se promènent dans l'académie à la recherche de la sœur disparue de Tiana et le déguisement saisissant de Ray fait s'évanouir quelques filles en chemin. Bientôt, Tiana aperçoit sa sœur et dans un étrange coup du destin, sa grande sœur disparue s'avère être nulle autre qu'Ariane, la fille à vampisme même que Ray désespérait de rencontrer. Toujours déguisé en Lily, Ray engage la conversation avec Ariane et elle le remercie d'avoir aidé sa petite sœur. Mais quand Ariane commence à soupçonner que Lily ne vient pas de l'académie d'Iam, Ray abandonne sa fausse voix de Maria Carey et révèle sa vraie voix de baryton. Ariane reste sans voix, choquée d'apprendre qu'il n'est pas une fille, surtout vu à quel point il a réussi son déguisement. Ray s'excuse de l'avoir trompé et explique ensuite qu'il a altéré sa voix en utilisant l'application Eleven Labs dans sa gorge. Il lui dit ensuite son vrai nom et au moment où Ariane entend son nom, elle le reconnaît immédiatement comme le célèbre premier roturier de l'académie rivale, celui que tout le monde prétend être exceptionnellement doué à l'épée. Bien qu'elle admette être surprise par sa tentative de la tromper, elle décide que puisqu'il a aidé sa petite sœur, elle lui montrera sa gratitude en l'engageant dans un duel amical. Ray accepte volontiers et ils se dirigent vers le terrain d'entraînement où ils s'affrontent avec des épées en bois pour tester leurs forces mutuelles. Ariane démontre son incroyable vitesse et son utilisation experte de la magie de la foudre, et Ray trouve cela impressionnant. Avant de partir pour sa propre académie, Ray dit à Ariane que Rose, son adversaire dans le prochain tournoi, est son amie et qu'il est aussi son entraîneur. Ariane est choquée d'entendre cela et encore plus stupéfaite que Ray ait fait tout ce chemin jusqu'à son académie juste pour aider Rose à s'améliorer. En amie loyale, Ray mentionne à quel point Rose est devenue plus forte et affirme audacieusement qu'elle vaincra sûrement Ariane dans le tournoi. Sa confiance fait sourire Ariane et elle lui dit qu'elle attend la bataille avec impatience. Sur le chemin du retour vers son dortoir, Ray tombe sur une fille en pleurs à la peau plus blanche que de la mayonnaise. Elle trébuche et manque de s'étaler, mais Ray, toujours déguisé en Lily, la rattrape comme un héros de Bollywood. Son sauvetage en douceur la fait craquer direct et alors qu'il essaie de partir, elle lui attrape la main et le supplie de lui dire son nom. Ray lui dit que son nom est Lily et elle se présente comme Maria Bradley. Le nom de famille lui dit quelque chose et Ray devine que la fille albinos doit être la petite sœur de Rebecca. Maria le confirme et s'enfuit excitée, convaincue d'avoir trouvé sa nouvelle idole féminine. Le lendemain matin, Ray emmène ses amis loin dans la campagne pour rencontrer Lydia, sa maîtresse. À leur arrivée, Lydia est plus qu'excitée de enfin rencontrer les amis de Ray. Un par un, Ray les présente et Lydia les conseille consciencieusement de rester à l'école et d'éviter la drogue. Mais quand c'est le tour de Rose, Lydia demande à lui parler en privé. Alors que Rose et Lydia s'éloignent pour leur conversation, Clara, la femme de chambre de Lydia, demande également à parler seule à Ray. Il se dirige vers la cuisine où Clara le met en garde contre un danger imminent. Elle l'informe d'un dangereux assassin connu sous le nom d'Ange de la mort de l'Empire qui a recommencé à opérer après une longue période de silence. Ray reconnaît immédiatement le titre et devine que l'assassin a dû choisir ce moment pour frapper à cause du prochain chevalier magique, puisque le tournoi attire des familles nobles de partout. Pendant ce temps, dans l'intimité de sa chambre, Lydia révèle à Rose que Ray lui a envoyé des lettres constantes sur sa vie à l'académie et sur Rose elle-même. Selon les lettres de Ray, il soupçonne Rose de cacher un lourd fardeau au fond de son cœur qu'elle ne veut montrer à personne. Lydia conseille alors à Rose de faire confiance à Ray, de se confier à lui, tout comme il s'est confié à eux tous sur son passé en tant que sorcier de la lame de glace. Au cours des semaines suivantes, Ray continue d'entraîner Rose en préparation du tournoi.
Comme test final, il l'emmène dans la forêt et, brandissant une vraie épée, lui demande de disperser les pétales de rose placés sur sa poitrine. Il promet de ne pas déchaîner ses pouvoirs et l'encourage à lui montrer sa vraie force sans retenue. Déterminée, Rose tire sa lame et donne tout ce qu'elle a. Peu de temps après, le jour du tant attendu chevalier magique arrive enfin et le Colisée est bondé de spectateurs. Des étudiants de diverses académies sont habillés comme des Rangers, prêts à concourir pour le Grand Prix. Les Muscle Bros du club de Ray sont également présents, prêts à encourager Rose vers la victoire, tandis que Ray, sur le côté, est impatient de la voir en action. La principale Abby déclare le tournoi ouvert, mais avant leur combat, Rose et Ariane se croisent dans le couloir. Dans un esprit de véritable fair-play, elles échangent une poignée de main sincère, s'attendant mutuellement à donner le meilleur d'elles-mêmes. Le premier match commence avec Rose face à un singe prétentieux qui se prend pour le roi du monde. La principale Abby, en tant qu'arbitre, explique les règles avant qu'elle ne s'engage. Un combattant gagne seulement s'il pousse son adversaire hors du cercle ou s'il disperse les pétales de rose placés sur la poitrine de son adversaire. Dès qu'Abby donne le signal, ce bon à rien attaque immédiatement, espérant prendre Rose au dépourvu, mais Rose bouge comme une rockstar et manœuvre autour de son cou en bondissant haut dans les airs. En plein vol, elle active un sort de feu qui brûle les pétales de fleurs sur la poitrine de son adversaire, s'assurant une victoire éclatante. Ray observe, impressionné comme un papa fier, mais il lui reste encore quelque chose à faire. Il se dirige vers les coulisses pour retrouver Albert qui s'agite nerveusement avant son prochain match. Ray l'encourage donc à bien se battre et à donner tout ce qu'il a. Pour le match suivant, Albert affronte Ariane et les mêmes règles s'appliquent. Déterminé à prouver qu'il n'est pas un raté, Albert donne tout ce qu'il a. Mais malheureusement, Ariane le submerge complètement et l'envoie voler à travers le ring. Elle lui demande poliment d'abandonner, mais Albert, se souvenant de tous les mots de motivation de Ray, refuse de reculer. Il charge vers elle avec une détermination ardente et manque de peu de porter un coup décisif, mais Ariane arrête habilement sa lame à main nue et canalisant sa magie de foudre la brise en deux. Elle assène ensuite un puissant coup de poing à l'estomac d'Albert, revendiquant la victoire. Pourtant, alors qu'il gît au sol, fixant le ciel bleu comme un spectacle pitoyable, Albert ressent une étrange fierté. Au moins cette fois, il a donné tout ce qu'il avait. Pendant ce temps, dans le couloir, Ray se dirige vers les toilettes pour un petit moment de plaisir solitaire, mais il ignore qu'un mystérieux assassin au masque effrayant l'observe silencieusement depuis l'ombre. Juste après qu'Ariane ait fini de décimer Albert, Rose, observant depuis les coulisses, est stupéfaite de voir à quel point sa rivale est devenue impressionnante. Au même moment, l'assassin mystérieux continue de suivre Ray. Pendant un bref instant, Ray sent qu'il est suivi, et pour confirmer ses soupçons, il remarque un étrange liquide violet et visqueux sur le sol. Avant qu'il ne puisse pleinement comprendre ce qui se passe, Lex, le président, un vrai colosse à la John Cena de ses frères du Muscle Club, l'approche soudainement depuis l'ombre. Lex escorte ensuite Ray vers une salle de réunion privée cachée où il trouve la principale Abby, sa maîtresse Lydia, sa femme de chambre Clara et Carol déjà en attente. Là, Ray apprend d'Abby que le tournoi a été infiltré par de redoutables assassins connus sous le nom de faucheurs. Leur objectif est de kidnapper les filles des grandes familles nobles pour une rançon ou de les assassiner purement et simplement. Abby dit sans détour à Ray d'arrêter de se faire plaisir pendant quelques jours et de se concentrer à les aider à empêcher les faucheurs de réussir. Pour le soutenir, elle révèle que Clara est en fait un agent de renseignement. Encore plus choquant, Lex s'avère être le jeune frère de Clara et lui-même un agent de terrain confirmé. Abby veut qu'ils travaillent ensemble pour éliminer la menace et elle précise qu'elle ne s'oppose pas à ce que Ray utilise ses pouvoirs de glace si nécessaire. Le deuxième jour du tournoi commence avec Rebecca anéantissant complètement son adversaire. Alors que Ray et Evie la regardent avec admiration, Clarisse et Elisa se précipitent soudainement avec une nouvelle alarmante. Elles informent Ray que Rose s'est enfermée dans sa chambre et refuse de sortir ou de parler à qui que ce soit. Au son de sa voix, elles peuvent leur dire qu'elle souffre, mais elle ne veut se confier à aucune d'entre elles. Plus tard cette nuit-là, après sa séance d'entraînement habituelle et bien transpirante avec Evie, Ray décide de rendre visite à Rose et d'essayer de lui parler lui-même. Quand il arrive à sa porte, il lui dit qu'elle n'a pas besoin de sortir, mais juste d'écouter ce qu'il a à dire. Posté devant sa porte, tel un garde du corps dévoué, Ray admet enfin ce qu'il ressent vraiment pour elle. Il confesse que même s'il a essayé d'ignorer ses sentiments, il ne peut plus les fuir. Ces mots touchent Rose plus profondément qu'elle ne l'avait imaginé. Lentement, elle ouvre la porte et lui dit de faire entrer ses gros paquets. À l'intérieur de sa chambre, Rose baisse enfin ses défenses et se confie sur tout ce qui pèse sur son cœur. Elle lui dit qu'elle est épuisée de devoir constamment répondre aux attentes de tous. Toute sa vie, elle a essayé d'être la fille aînée forte d'une prestigieuse famille noble, mais maintenant, elle est simplement fatiguée. Elle croit que si elle peut vaincre Ariane, elle fera enfin ses preuves et deviendra la personne qu'elle a toujours voulu être. Mais la dure vérité, admet-elle, c'est qu'elle ne pense pas pouvoir gagner. À ses yeux, Ariane est juste trop forte.
Après avoir écouté ses confessions tristes à la Billie Eilish, Ray la saisit soudainement par l'épaule comme s'il allait la dévorer, mais au lieu de cela, il la motive. Utilisant des citations motivantes dignes d'Instagram, il lui dit que sa valeur n'est pas définie par la victoire ou par les attentes de sa famille. Il l'encourage à créer son propre bonheur et à se battre non par peur mais par confiance en elle-même. Et surtout, il lui assure que quoi qu'il arrive dans cette arène, il sera toujours à ses côtés. Cette profonde assurance submerge Rose et elle fond en larmes. Toute cette nuit-là, Ray reste avec elle dans sa chambre et la regarde dormir comme un bébé tout en essayant de garder ses pulsions un peu étranges sous contrôle. Il se souvient de leur combat dans la forêt et comment Rose avait réussi à brûler le pétale de rose sur sa poitrine avec sa magie de papillon. Ce souvenir renforce sa conviction qu'elle a vraiment ce qu'il faut pour vaincre Ariane. Le lendemain, le match final du tableau des débutants commence et l'arène est bondée de spectateurs. Observant depuis le salon privé se trouve le père de Rose, à l'air un peu sinistre qui s'attend à ce qu'elle gagne pour l'honneur de la famille. De l'autre côté est assis le père d'Ariane, à l'air un peu benet, aux côtés de Tiana qui est simplement là pour l'excitation. Pendant ce temps, Ray rejoint Evie et Elisa qui s'inquiètent pour Rose, mais Ray les assure que Rose va bien puisqu'ils ont passé la nuit ensemble, les laissant bouche bée. Leur esprit cultivé suppose immédiatement qu'il l'a bien épuisé, mais Ray s'éloigne, laissant leurs esprits un peu tordus divaguer à leur guise. D'autre part, Clarisse, alors qu'elle essaie de retrouver les autres, est soudainement kidnappée par un agent des redoutables faucheurs. À peu près au même moment, Ray retrouve Rose avant qu'elle n'entre dans l'arène pour son combat et lui tend le pétale de rose. Mais de nulle part, Rose demande timidement un câlin qui servirait de coup de boost énergétique et Ray accepte. Alors que Rose se dirige vers son combat avec Ariane, gonflée à bloc et déterminée, Ray apprend de Lex que Clarisse a été enlevée avec 8 autres étudiantes nobles. Pendant ce temps, dans l'arène, le choc tant attendu entre Rose et son éternelle rivale Ariane commence enfin. C'est un véritable choc des titans car aucune des deux filles n'est prête à perdre. Ariane prend rapidement le dessus, passant à l'offensive avec sa magie de foudre et frappant Rose assez fort pour l'envoyer s'écraser au sol. La foule suppose que le combat est terminé après un coup si dévastateur, mais à leur grande surprise, Rose se relève et contre-attaque avec une déferlante féroce de flammes roses. Ariane, rapide comme jamais, évite de justesse l'attaque et est sincèrement stupéfaite par la puissance que Rose déchaîne. Ce n'est plus la même fille avec qui elle s'entraînait. Pendant que le combat fait rage, Ray localise l'endroit où Clarisse et les autres étudiants sont retenus en otage. Il se précipite vers Clarisse seulement pour réaliser qu'elle et les autres semblent avoir été drogués. Clarisse finit par reprendre conscience, mais avant qu'ils ne puissent échapper, une mystérieuse barrière d'interférence s'élève autour d'eux, isolant la zone du monde extérieur. Des ombres, plusieurs assassins faucheurs émergent et Ray, hissant Clarisse sur ses épaules avec ses fesses bien en évidence, tente de s'enfuir. Mais quand il réalise que le poids de Clarisse le ralentit, il active ses pouvoirs de glace et gèle instantanément toute la zone, y compris les assassins, les enfermant dans de la glace solide. Lex arrive juste après que le chaos se soit calmé et Ray lui ordonne rapidement de s'occuper des assaillants gelés avant de s'éloigner avec Clarisse pour assurer sa sécurité. De retour dans l'arène, la bataille entre Rose et Ariane atteint son paroxysme et à ce moment décisif, Ariane se prépare à déchaîner sa magie ultime. Elle déploie son domaine d'expansion, libérant ce qui ressemble à un million de volts d'éclairs, laissant Rose stupéfaite et légèrement secouée. Malgré cela, Rose refuse de reculer. Elle charge à nouveau, mais Ariane se déplace avec une vitesse terrifiante, contrant chaque coup et envoyant Rose voler à travers le ring comme un oiseau sans ailes. Depuis le salon privé, le père sévère de Rose observe avec une expression déçue sa fille encaisser de lourds coups, tandis que toute l'arène tombe silencieuse, stupéfaite par la domination écrasante d'Ariane. Pourtant, Rose refuse de perdre, et à ce moment-là, elle se souvient de ses amis, elle se souvient des mots de Ray, et puis, faible mais claire, elle entend la voix de Ray crier de l'extérieur de l'arène, lui disant de remonter ses petites fesses. Tout cela déclenche une réaction soudaine en elle, sa prima materia commence à répondre, libérant les véritables profondeurs de son pouvoir. L'effet papillon s'éveille et atteint son apogée, laissant tout le monde, y compris Ariane, sous le choc. L'aura rose de Rose explose avec une énergie radieuse, et avec sa pleine puissance enfin libérée, elle se tient prête à affronter Ariane avec tout ce qu'elle a. Avec son immense pouvoir éveillé, Rose devient insaisissable comme un papillon dans la tempête, et les attaques d'Ariane ne peuvent plus l'atteindre. Frustrée, Ariane devient imprudente, trébuchant dans son désespoir de porter un coup net, tandis que les papillons radieux de Rose déviennent chaque coup dans un jaillissement d'éclairs. Rose lui dit calmement d'abandonner, mais Ariane refuse avec colère. Dans une dernière charge désespérée, Ariane s'élance seulement pour que Rose contre-attaque avec un papillon rose flamboyant qui explose juste devant son visage. Puis quelque chose change. Ariane se met soudainement à saigner du nez, un signe clair que son engramme peine à contenir la puissance massive qu'elle a libérée. Elle tousse du sang au bord de la surchauffe. Malgré cela, aucune des deux filles n'est prête à reculer. Ariane refuse d'accepter que son amie d'enfance l'ait surpassée et Rose, poussée par sa propre détermination, refuse d'abandonner le combat.
Alors les deux filles s'affrontent à la Mortal Kombat, visant à être la dernière femme debout. L'épuisement commence à les ronger, mais les filles sont déjà trop loin dans leur désespoir et au lieu de ralentir, elles s'affrontent encore plus férocement. Mais après cet affrontement explosif, la poussière retombe et Rose émerge comme la dernière fille debout, Ariane gisant blessée dans ses bras. Cette proximité soudaine et le fait qu'elles aient toutes deux donné tout ce qu'elles avaient adoucit enfin leur cœur. Alors que leur lien autrefois brisé commence à se réparer, Ariane complimente Rose sur sa force. Les mots frappent Rose plus fort que n'importe quel éclair et elle fond en larmes aussitôt. Ariane lui dit qu'elle est fière d'elle de l'avoir enfin vaincue et Rose, la tenant toujours, admet qu'elle n'a pu devenir aussi forte que grâce au soutien indéfectible qu'elle a reçu de ses amis, surtout de Ray. Alors que le moment émotionnel s'intensifie, les souvenirs de leur enfance ressurgissent. Elles se souviennent à quel point elles étaient inséparables autrefois et avant de s'en rendre compte, elles pleurent ensemble, les larmes inondant leur visage. Ariane s'excuse alors d'avoir ignoré Rose toutes ces années alors qu'elles auraient pu simplement discuter. Elle admet qu'elle a honte d'elle-même et serre Rose dans ses bras tout en s'excusant. Cela déclenche les propres souvenirs de Rose du jour où elle a repoussé son amie. Elle s'excuse aussi, admettant qu'elle avait agi comme une enfant gâtée, incapable d'accepter la défaite. Pour la première fois, Rose vainc sa rivale et amie d'enfance, non seulement au combat, mais aussi en fierté. La reine éclate en acclamations et même son père sévère l'applaudit avec une fierté visible. Plus tard, ce jour-là, Ray rend visite à l'infirmerie pour voir Rose qui est enveloppée de bandages comme si elle avait fait 10 rounds avec Thanos et s'en était sortie de justesse. Elle admet que même si elle avait initialement détesté les entraînements éreintants que Ray lui avait imposés la semaine passée, elle est heureuse que tout ait porté ses fruits au final. Pourtant, elle est confuse quant à la formidable puissance qui s'est éveillée en elle. Quand elle interroge Ray à ce sujet, il admet qu'il ne le comprend pas entièrement non plus. Il n'a réalisé qu'elle avait ce potentiel caché que lors de leur entraînement dans la forêt. Avec la sagesse de 1000 moines, Ray lui dit que si le talent peut être hérité, le travail acharné le surpassera toujours. Puis, dans un esprit de véritable amitié et avec un petit frisson dans le pantalon, ils se serrent la main. Au cours des jours suivants, Rose se rétablit complètement alors qu'elle se promène avec ses amis vers l'arène pour assister au match final du tournoi. Elle se sent plus légère, presque libre, comme un oiseau qui n'est plus piégé dans la cage des attentes nobles. Le chevalier magique atteint enfin son apogée. La dernière bataille du tournoi oppose Rebecca, présidente du club de botanique et ancienne championne, à un combattant d'une académie rivale nommé Lucas Frost. Dès que la bataille commence, Lucas active sa vitesse divine et se met à bouger comme Killua sous stéroïdes. En quelques millisecondes, il tranche le pétale de rose de Rebecca, la laissant complètement sans voix et toute l'arène figée dans un silence stupéfait. Juste comme ça, le match final tant attendu se termine. Rebecca perd son titre de championne et Lucas le revendique sans transpirer une goutte. Alors que Lucas quitte l'arène avec assurance, il croise Ray. C'est alors que Ray apprend que Lucas est le nouveau détenteur du titre d'héritier de l'une des grandes capacités de sorcellerie connues sous le nom de sorcier à la lame inégalée. Lucas reconnaît également Ray comme l'actuel détenteur du titre de lame de glace, alors avant de partir, il clarifie sa véritable intention. La lame de glace a toujours été sa véritable cible, pas le tournoi. Il défie donc audacieusement Ray en duel dans un an. Pendant ce temps, profondément sous l'arène, Carol, Lydia et Abby se dirigent vers la prison pour interroger les assassins faucheurs capturés. Une fois à l'intérieur, elles permettent à Carol de prendre les devants. Il s'avère que Carol est une sorcière envoûtante dont la spécialité osait l'hypnose. D'un simple claquement de doigts, elle active sa magie hypnotique et prend le contrôle total de l'esprit des assassins. Carol commence à jouer avec eux, les plongeant dans une illusion de Barbie des plus rêveuses, jusqu'à ce qu'Abby lui dise sèchement d'arrêter ses bêtises et de se concentrer sur l'interrogatoire. Carol obéit, mais au moment où elle essaie de creuser plus profondément dans l'esprit des assassins pour découvrir qui sont leurs chefs et quels pourraient être leurs futurs plans, quelque chose de sinistre s'active. Un par un, les têtes des assassins explosent comme des grenades. Il est clair que quiconque est derrière les faucheurs a mis en place un mécanisme de sécurité pour empêcher que des secrets ne soient révélés. Alors que le chevalier magique touche officiellement à sa fin, la principale Abby prononce le discours de clôture, concluant le grand événement sur une note tendue. La semaine suivante, les activités scolaires normales reprennent et il se trouve que c'est le festival culturel annuel. Lors d'une réunion de classe, Ray suggère d'organiser un café de soubrette, mais sa proposition est immédiatement accueillie par une opposition farouche de la part des filles nobles de haute lignée de la classe. Elles soutiennent qu'en tant que nobles, elles ne devraient jamais être soumises à servir les autres. Ce qu'elles ignorent, c'est que l'idée venait en fait de Rose. Elle avait anticipé la réaction négative de ces nobles filles orgueilleuses et un peu moches, alors elle a demandé à Ray de présenter l'idée à sa place. Rose adore le concept des jolies tenues de soubrette et pensait que ce serait amusant, et Ray, ayant un faible pour tout ce qui est un peu excentrique, adhère immédiatement à son idée. Mais pour augmenter leurs chances, Ray suggère d'impliquer Carol, car c'est la professeure la plus populaire de l'école.
Comme prévu, les filles nobles résistent au début, mais au moment où Carole montre à quel point les tenues de soubrette seraient adorables, la résistance s'effondre et elles commencent toutes à s'extasier devant les modèles. Après la réunion, Rose est ravie que son idée de café de soubrette ait enfin été approuvée, mais l'excitation est de courte durée car une fille à lunettes nommée Sarah se précipite vers Rose et Ray avec une nouvelle urgente. Rebecca vient de se fiancer à un parfait inconnu, à un bon à rien. Quelques jours plus tôt, le contrat de fiançailles entre Rebecca et un homme nommé Evans avait eu lieu dans une pièce faiblement éclairée et l'accord avait été scellé par magie et lié par le sang. Le père de Rebecca, avec son visage repoussant, était présent, tout à fait disposé à livrer sa fille à cet homme inconnu pour son propre gain personnel. Ce que ni Rebecca ni son père ne savaient, c'est qu'Evans est un membre avéré des redoutables eugénistes, un groupe qui expérimente et s'attaque aux sorciers vulnérables. Rebecca n'est rien de plus qu'un vaisseau qu'ils ont l'intention d'acquérir pour leur sinistre plan. La raison est simple, elle possède une capacité rare connue sous le nom des yeux du sorcier qui lui permet de voir des visions du passé et du présent. Très tôt, le lendemain matin, Ray rend visite à Rebecca pour confirmer les rumeurs de fiançailles et lui offrir ses félicitations. Rebecca le remercie, faisant de son mieux pour paraître heureuse, mais Ray perce son sourire forcé et réalise qu'elle n'en est pas du tout heureuse. Pendant ce temps, les préparatifs du prochain festival culturel battent leur plein, chaque étudiant travaillant dur pour faire de l'événement un succès. Quand Ray entre dans l'auditorium où le festival aura lieu, il est stupéfait de voir à quel point il est magnifiquement décoré. Il est encore plus choqué de voir Albert et sa petite bande de maigrichons se donner vraiment à fond. Albert s'approche alors de Ray et admet que son enthousiasme pour l'idée du café de soubrette l'a en fait inspiré. Ray a du mal à croire que les étudiants nobles s'engagent sérieusement dans une idée proposée par un soi-disant roturier comme lui, mais Evie lui explique à quel point ses actions passées ont uni tout le monde comme jamais auparavant. Albert lui fait également savoir qu'à part ça, il n'y a aucun homme sur Terre qui n'aime pas une jolie tenue de soubrette. Plus tard, ce jour-là, Ray rencontre le conseil des étudiants pour les informer du plan du café de soubrette pour le festival culturel. Sarah, la secrétaire, dit qu'elle n'a aucune objection, mais en parlant, Ray remarque quelque chose d'étrange. Seules Sarah et Rebecca, la présidente, sont présentes dans la salle du conseil des étudiants. Quand il pose la question avec désinvolture, Sarah se confie, révélant que les autres membres n'assistent plus aux réunions car ils sont mécontents des fiançailles de Rebecca avec Evan. Alors Ray, étant un type bienveillant, propose d'aider avec le travail du conseil. Après avoir terminé les tâches du conseil, Ray retourne à sa classe, mais Sarah court après lui et l'arrête net. Elle lui dit que, comme le reste des membres du conseil, elle croit qu'il y a quelque chose de terriblement étrange avec les fiançailles de Rebecca. Elle dit qu'elle a essayé de parler à Rebecca de cette situation étrange, mais Rebecca la repousse constamment. Elle supplie alors Ray d'enquêter sur l'affaire, et ce pauvre naïf accepte sans hésiter. Pour ce faire, Ray rend visite à Lydia plus tard cette nuit-là, pour savoir si elle connaît quelque chose sur ce fameux Evan, le fiancé de Rebecca. Lydia dit qu'elle ne sait pas grand-chose et tout ce qu'elle sait, c'est qu'Evan vient d'une puissante famille noble. Pour creuser davantage, elle demande à Carla d'utiliser son réseau de renseignements dans le royaume pour en savoir plus sur lui. Ray la remercie pour son aide, mais alors qu'il s'apprête à partir, Lydia l'interroge sur les projets de sa classe pour le prochain festival culturel. Ray explique qu'il compte tenir un café de soubrette, mais Lydia ne voit pas ce qu'il y a de si palpitant là-dedans. Alors, Ray se lance dans une tirade sur la mignonnerie des tenues de soubrette. Il avoue même que chaque fois qu'il voit Carla dans la sienne, il est tenté de lui labourer le derrière. Carla rougit furieusement au compliment, mais la voir rougir à ce point ne fait qu'enrager Lydia de jalousie. Incapable de contenir sa jalousie, Lydia déclare qu'elle aussi aimerait enfiler la tenue de soubrette. Mais quand Ray se moque, lui rappelant que ces tenues ne sont pas pour les vieilles badernes comme elle, Lydia lui montre qu'elle a encore de la glace et menace de lui geler le zizi s'il continue de la narguer. Pendant ce temps, alors qu'elle prend son bain, Rebecca a soudain des visions d'un champ de bataille ensanglanté, couvert d'éclats de glace acérés. Dans cette vision, elle aperçoit aussi Ray. La scène est si vivide qu'elle la fait saigner de plusieurs parties de son corps. Maria, sa sœur, entre et la trouve couverte de sang. Quand elle demande ce qui s'est passé, Rebecca minimise, prétendant que ce n'est qu'un saignement de nez. Maria trouve cela suspect et soupçonne que cela pourrait être lié aux fiançailles de Rebecca avec Evan, mais Rebecca s'en va sans donner de réponse claire. Une fois dans sa chambre, elle s'y enferme et fond en larmes. Des années auparavant, quand Maria était plus jeune, elle était souvent harcelée à cause de son teint de porcelaine, presque lunaire. Mais Rebecca était toujours intervenue en grande sœur protectrice pour la réconforter. En grandissant, Maria était constamment comparée à Rebecca. On attendait d'elle qu'elle soit exactement comme sa sœur, mais Maria voulait autre chose pour elle-même. Elle voulait vivre librement et se percer les oreilles comme une vraie rebelle.
De retour au présent, Maria confronte Rebecca dans sa chambre à propos de ses fiançailles et lui fait clairement comprendre qu'elle sait que quelque chose d'étrange se passe. Mais Rebecca la repousse à nouveau et lui dit que ce n'est pas ses affaires. La semaine suivante, le festival annuel commence et toutes les filles de la classe de Ray sont habillées en soubrettes plus que charmantes. Quand Ray les complimente sur leur allure torride, elles rougissent comme des pivoines et en perdent leur latin. Rose apparaît également, plus belle qu'un ange déchu, et Ray en profite pour la flatter de compliments. Mais quand Elisa entre en scène, vêtue de la tenue de soubrette qui accentue sa poitrine opulente, Ray perd presque la tête et se met à applaudir comme un idiot hypnotisé. Cela rend Rose folle de jalousie, alors elle se met à frapper Ray à plusieurs reprises pour son côté simple. Plus tard cette nuit-là, en rentrant de l'école, Rebecca croise Ray qui lui propose de la raccompagner chez elle. Elle accepte et en marchant, ils discutent du festival annuel en cours et de l'effervescence qui l'entoure. Cependant, à mi-chemin de la maison de Rebecca, il tombe sur Evan, le fiancé de Rebecca qui se présente à Ray et propose poliment de raccompagner sa belle à sa place. Alors qu'ils partent, Ray se souvient de l'avertissement de Dina concernant Evan, mais ses pensées sont interrompues quand Lex apparaît soudainement de nulle part et fait signe à Ray de le suivre. Lex conduit Ray à une réunion privée où Lydia, Caro, Abby et Clara l'attendent déjà. Lydia informe ensuite Ray des renseignements qu'ils ont recueillis sur Evan. Elle a découvert qu'Evan est un collectionneur d'yeux de sorciers impliqué dans l'eugénisme et qu'il est soupçonné de cibler les yeux de sorcier de Rebecca. Pendant ce temps, le plan est d'utiliser Rebecca comme sacrifice pour réveiller un démon nommé Croods, qui leur donnera accès à la porte des enfers. Le sorcier masqué retire alors son masque, révélant qu'il est bien Evan et que tout ce que Lydia avait dit à son sujet était vrai. Pleurant seule dans sa chambre, Rebecca se souvient de l'autre soir où Evan avait tenté de toucher son œil de sorcier. Quand elle lui avait repoussé la main, Evan lui avait froidement rappelé que son père, ce bon à rien, l'avait vendu à lui puis avait menacé de faire du mal à sa petite sœur, Maria, si elle continuait de résister. Ce souvenir fait pleurer du sang à Rebecca qui se sent complètement impuissante. Soudain, elle se retrouve sur un champ de bataille dévasté. Alors qu'elle se demande où elle voit un garçon aux cheveux noirs qui ressemble à Ray pleurer amèrement en essayant de soigner son camarade mort. Elle voit aussi une jeune Lydia tenter de le réconforter, mais quand le garçon refuse, elle le gifle comme Chris Rock et l'entraîne loin du champ de bataille. Le lendemain, dans la salle du syndicat étudiant, Rebecca jette un coup d'œil discret à Ray et se demande s'il est le petit garçon qu'elle a vu dans sa vision. Plus tard, ce jour-là à l'école, Maria, la sœur de Rebecca, rencontre Ray et se présente. Ray, toujours le beau parleur, complimente sa peau pâle, la charmant instantanément. Il suppose qu'elle veut discuter des fiançailles de Rebecca et Maria le confirme. Elle raconte à quel point Rebecca a toujours été attentionnée, presque comme une mère, c'est pourquoi elle ressent le besoin de l'aider, même si Rebecca semble réticente à l'accepter. Ray lui prend alors la main et alors qu'il promet d'aider Rebecca, Maria est émue par son assurance et pose sa tête sur sa poitrine. Pendant ce temps, Rebecca les espionne et devient jalouse car elle a secrètement des sentiments pour Ray depuis le début. Plus tard, cette nuit-là dans sa chambre, elle ne peut s'empêcher de penser à Ray et Maria, surtout à ce que Maria discutait avec lui. Pendant ce temps, Ray, endormi dans son dortoir, rêve des conséquences de la guerre où lui et ses coéquipiers enterrent leurs camarades tombés au combat. Dans ce rêve, il voit Rebecca exigeant désespérément de savoir qui il est vraiment. Ray essaie de lui révéler qui il est vraiment, mais il se réveille à ce moment précis, le laissant terrifié et inquiet, se demandant ce que signifie ce rêve. Il remarque aussi du sang couler de ses yeux, ce qu'il trouve étrange. Très tôt, le lendemain matin, Ray se précipite chez Rebecca. Il essaie de l'interroger sur le rêve, mais il ne sait pas comment s'exprimer. Rebecca, de son côté, veut aussi le questionner sur ce qu'il a discuté avec Maria, mais elle s'embrouille dans ses mots et décide de ne pas demander. Peu de temps après, le festival culturel annuel commence pour de bon, et toute l'école est bondée d'étudiants, même des académies voisines. Ariane et Tiana y assistent également. Rose les accueille chaleureusement dans son costume de soubrette, leur servant un délicieux gâteau qu'elle a préparé. Alors que tout le monde s'amuse, une présence soudaine les surprend. Il s'avère que c'est Ray, portant son déguisement ridicule de Lily et vêtu d'une tenue de soubrette. Son apparence mignonne fait tourner la tête à tous les Simp Boys, tandis que les filles ne peuvent s'empêcher d'être jalouses. Après avoir passé un certain temps au café des soubrettes, Ray décide de passer le reste de la journée avec Rebecca, profitant de diverses activités ensemble. Pendant ce temps, après le festival, Maria rentre chez elle et rencontre une mystérieuse jeune fille aux longs cheveux blancs qui la prévient d'un ton sombre que sa sœur aînée Rebecca va mourir. Au même moment, Ray est informé par Lydia dans une salle de réunion privée que si aucune action rapide n'est entreprise, Rebecca pourrait mourir. Pour aggraver les choses, le père de Rebecca entre dans la pièce et supplie Ray, le sorcier de la lame de glace, de sauver sa fille. Plus tard, cette nuit-là, au fond de la forêt, Evan, vêtu de sa sinistre cape de sorcier, annonce à son allié Gluton qu'il est temps d'éveiller les cris du démon. Mais Gluton ne se soucie de rien de tout cela, car fidèle à son nom, il ne veut que manger.
Plusieurs heures plus tard, cette même nuit, Rebecca a une vision horrible de sa mort et elle est si intense qu'elle ne peut contrôler le sang qui coule de ses yeux. Le lendemain à l'école, Ray est de retour dans son déguisement de drag queen, prêt à rendre les filles jalouses une fois de plus. Mais cette fois, Maria l'approche et commence à agir étrangement, ce qui le fait soupçonner que quelque chose ne va pas. Au même moment, alors qu'elle se rend à l'école, Rebecca croise Evan qui l'enlève immédiatement en utilisant la magie de téléportation. De retour à l'école, après le départ de Maria, Ray décide de la suivre. Voyant à quel point Ray semble tendu, le reste de l'équipe soupçonne immédiatement que quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Evan téléporte Rebecca dans un endroit étrange au fond de la forêt où il jette une barrière pour empêcher toute interruption alors qu'il se prépare à lui retirer ses yeux spéciaux. D'une manière ou d'une autre, Ray découvre l'endroit où Rebecca est retenue, mais la zone est encerclée par Gluton et plusieurs autres monstres effrayants. Ray commence à se frayer un chemin à travers eux, mais soudain, il remarque un papillon rose. Quand il se retourne, il voit que Rose et le reste de l'équipe l'ont suivi et sont prêts à se battre à ses côtés. Après avoir abattu plusieurs monstres avec leurs diverses capacités magiques, Gluton tente de s'échapper, mais l'équipe exhorte Ray à poursuivre cette sale bête et à leur laisser les monstres restants. Ray est ému de voir ses amis prêts à se battre et même à mourir à ses côtés, alors il retire son inutile perruque de déguisement et poursuit Gluton. Pendant ce temps, quelques heures plus tôt dans la salle privée, le père de Rebecca révèle un sombre secret. Sa lignée est maudite et seule une personne de sa descendance peut éveiller le démon Cruids qui apparaît une fois tous les 200 ans. Malheureusement, cette fois, Rebecca est l'élue. Au fond de la forêt, Maria apparaît soudainement à l'endroit où Evan retient sa sœur en otage. Mais juste au moment où elle arrive, Gluton et le sorcier encapuchonné apparaissent également, s'invitant à la fête. Il s'avère que l'Evan qui a kidnappé Rebecca n'est pas le vrai Evan, mais Liz, la mystérieuse jeune fille aux cheveux blancs que Maria avait initialement rencontrée en rentrant chez elle. Le sorcier encapuchonné, se révélant être le véritable Evan, attaque furieusement Liz avec une énergie violet foncé pour avoir tenté d'interrompre son plan d'accéder à Ad-Kaza, la porte des enfers. Mais Liz, une puissante sorcière qui protège la famille de Rebecca depuis des années des sorciers maléfiques comme Evan, neutralise sans effort son attaque. Refusant de laisser Evan prendre Rebecca, Liz téléporte Rebecca loin de l'ardeur de la bataille. Elle téléporte également Evan dans un royaume vide pour l'y sceller pour le moment. Liz s'approche ensuite de Maria et explique que seul Ray peut résoudre le problème. Tandis qu'elle dit cela, Ray tombe du ciel comme Thor, déterminé à sauver Rebecca. Au même moment, Gluton, affamé de se régaler de l'engramme d'un sorcier, charge Ray, mais Laïez érige une barrière semblable à sa du verre qui arrête le géant net dans son élan. Elle se présente ensuite à Ray comme la sorcière de la fabrication. Quand Ray lui demande si elle est responsable de toute cette mise en scène, Louise confirme que oui. Elle explique que pour sauver Rebecca, ils devront la faire surchauffer. Cependant, une fois que Rebecca aura surchauffé, Ray devra sceller son pouvoir en utilisant le verrou de Chronos, de la même manière qu'il scelle ses propres pouvoirs. Elle dit à Ray qu'il est le seul à pouvoir sceller le pouvoir de Rebecca parce qu'il résonne avec elle. Les visions que Ray a eues et le sang qui coule soudainement de ses yeux sont tous des signes qu'il est lié à Rebecca. Mais pendant qu'il parle, Gluton commence à frapper la barrière comme un bouffon enragé et finit par la briser, forçant Liz à demander calmement à Ray de s'occuper de la bête. Sans perdre une seconde, Ray déverrouille son verrou de Chronos et active sa magie de glace. Ses cheveux deviennent blancs et brandissant son épée de glace, il charge Gluton et les deux s'affrontent férocement. Alors que leur combat s'intensifie, Liz traverse le portail où elle avait précédemment téléporté Evan. Au moment où Evan la voit, il s'injecte furieusement le fluide de la triade noire créée par l'eugénisme et se transforme en un être monstrueux, rayonnant d'énergie sombre. Quand il attaque Laides, elle prouve à quel point elle est surpuissante en réécrivant son code de prima materia, puis, utilisant un puissant sortilège connu sous le nom d'apothéose, elle force son engramme à s'autodétruire, l'effaçant de l'existence. Pendant ce temps, Ray est malmené et épuisé après avoir combattu Gluton pendant des heures, brisant d'innombrables épées de glace sur le champ de bataille. En dehors de la barrière, Rose et le reste de l'équipe parviennent à vaincre tous les monstres gardant la zone, mais juste au moment où ils pensent que c'est fini, une nouvelle vague de démons surgit du sol, alors que les démons lancent des boules de feu violettes, des lames de glace venues de nulle part les transpercent. À ce moment-là, Lydia, Abby, Caro et Clara arrivent, prêtes à se joindre au combat. Clara commence, déchaînant une entaille éclair verte qui rôtit les monstres. Abby suit immédiatement, étendant son épée et invoquant un dragon infernal massif qui met la forêt en feu, laissant les étudiants bouche bée devant leur directrice. Vient ensuite Caro qui utilise son pouvoir d'hypnotisme pour infiltrer l'esprit des démons et les transporter dans un pays des merveilles surréalistes où il s'assoit comme de polis spectateurs pendant qu'elle se produit. Quand le spectacle se termine, Caro fait exploser l'illusion détruisant plusieurs monstres d'un coup.
Enfin, Lydia s'occupe des démons restants en invoquant des milliers d'épées de glace qu'elle fusionne en une seule lame colossale capable de fendre les cieux. D'un seul coup portée à la terre, elle anéantit le reste des monstres. La bataille finale est laissée à Ray qui est toujours engagé dans un combat tendu avec Gluton. Cette fois, Gluton décide de tout donner, alors il déchaîne un sort ultime d'amélioration corporelle qui le transforme en un démon de rang supérieur connu sous le nom de Mangeur d'Hommes et envoie Ray voler. Voyant Ray s'écraser lourdement au sol, Maria perd le contrôle et commence à blâmer Rebecca pour tout. Elle l'accuse de toujours garder les choses pour elle et de ne jamais admettre quand elle est blessée, même s'il est évident qu'elle souffre. Pendant ce temps, alors qu'elle se dispute, Gluton attrape Ray par le cou et le fracasse contre un mur. Il soulève Ray dans les airs, prêt à se régaler de son juteux engramme. Mais à ce moment-là, Ray devient fou furieux et commence à geler Gluton avec d'étranges particules de glace rouge. Gluton essaie de se libérer à coups de poing, mais plus il se débat, plus la glace se propage rapidement, jusqu'à ce qu'il soit complètement figé en une statue de glace rouge. La menace éliminée, Ray active à nouveau son verrou de Chronos, scellant ses pouvoirs, puis s'effondre d'épuisement. Rebecca se précipite pour l'aider, mais Maria n'a pas fini de se disputer et continue de dire des choses blessantes jusqu'à ce que Rebecca ne puisse plus le supporter. Elle plaque Maria au sol et commence à la frapper de frustration. Cependant, le poids émotionnel du moment fait que Rebecca commence à surchauffer, émettant une lumière aveuglante. C'est alors que Leyes émerge d'un portail portant le cadavre d'Evan et ordonne d'urgence à Ray de sceller les pouvoirs de Rebecca avec le verrou de Chronos. Ray obéit et alors qu'il avance dans la lumière intense pour atteindre Rebecca, il la rassure en lui disant que tout ira bien. Il l'embrasse ensuite doucement, activant son verrou de Chronos et scellant ses pouvoirs. Quelques minutes plus tard, le père de Rebecca est informé par Lex que ses deux filles sont en sécurité et le vieil homme exprime sa gratitude au sorcier de la lame de glace pour avoir tenu sa promesse. Pendant ce temps, de retour à l'académie, Rose rencontre Rebecca pour discuter de Ray, le Rhys Daddy qu'elles aiment toutes les deux désespérément. Puisqu'elles sont toutes deux amoureuses de lui, Rose refuse de laisser Rebecca le garder pour elle seule et Rebecca refuse de céder. Elles acceptent donc de concourir loyalement et de laisser la meilleure fille le gagner, mais avant de sceller l'accord d'une poignée de main, Caris et Elisa apparaissent soudainement, déclarant qu'elles aussi doivent goûter au saucisson d'élite de Ray. Plusieurs semaines plus tard, Ray se rend sur la tombe de Howard, son coéquipier tombé au combat, et lui raconte tout ce qui s'est passé, y compris les nouveaux amis qu'il s'est faits à l'académie. Si vous appréciez les résumés d'animes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette prochaine vidéo.